Si la beauté était une affaire de goût personnel, pourquoi cherchons-nous si souvent à nous conformer? On nous apprend très tôt une chose, que notre corps, tel qu'il est, ne suffit jamais. Très tôt, on nous installe l'idée qu'il manque toujours quelque chose. Un peu plus de minceur, un peu moins de rides, un peu plus de jeunesse, un peu moins de soi. Et ce n'est pas innocent. Si notre corps devient un problème à corriger, alors quelqu'un peut nous vendre la solution. Ces normes ne tombent pas du ciel, elles s'imposent et elles rapportent. C'est une logique marchande très simple. Créer du manque pour vendre. Aujourd'hui, inutile de remonter loin dans l'histoire. Mode, cosmétique et maintenant les réseaux sociaux fabriquent sans cesse de nouveaux idéaux. Pourquoi? Pour que chacun ait le sentiment que son corps naturel ne suffira jamais et qu'il faille acheter la crème, le vêtement, le régime ou l'opération censée combler ce manque. La beauté devient alors un marché permanent, un système qui prospère en fabriquant de l'insatisfaction. Vieillir, c'est normal, mais chaque ride est présentée comme une faute. Alors on vend des crèmes hors de prix, puis des injections, puis des opérations. Ton âge devient un marché. Dans les années 1990 et 2000, il y a eu ce que les sociologues appellent l'ère de l'ultra-maigreur. Une période où la minceur extrême était glorifiée. Pourquoi? Parce que sur un corps qui disparaît, ce sont les vêtements qui brillent, la robe, le tailleur, le jean. C'était le rêve des stylistes. Mais très vite, ce modèle a été récupéré par un immense marché de la minceur. Régimes, pilules, magazines spécialisés. Tout un système a prospéré sur une idée simple et violente, qu'il fallait être toujours plus mince pour être belle. Et pendant ce temps-là, le corps réel, celui qui vit, qui change, qui vieillit, était toujours présenté comme insuffisant. 10 ans plus tard, le culte de la maigreur a laissé place à autre chose, à ce qu'on a appelé le body positive. À l'origine, le message était simple et juste: accepter toutes les morphologies, reconnaître que les corps sont multiples et qu'aucun ne devrait être exclu. Mais très vite, ce mouvement a été récupéré médiatiquement, récupéré commercialement, récupéré par les réseaux sociaux. À la place d'une véritable diversité, on a mis en avant une image spectaculaire, des formes très accentuées, des corps très dessinés et surtout les fesses. Parce que les réseaux sociaux amplifient ce qui capte le regard, parce que certaines célébrités ont incarné ce modèle, et parce que ce nouvel idéal ouvrait lui aussi un marché immense. Crème, programmes sportifs, gainage ciblé, chirurgie, compléments, filtres. Ainsi, un mouvement né pour libérer les corps a été transformé en une nouvelle norme, spectaculaire, codifiée, marchande. Le message n'a pas vraiment changé, il a juste changé de forme. Ce n'est plus soit mince, c'est soit naturel, mais conforme. Et le corps réel, encore une fois, reste toujours un peu en dehors du cadre. Il faut toutefois nuancer. Ce n'est pas le marché qui invente à lui seul tous les modèles esthétiques. Des courants culturels émergent, parfois de manière spontanée, à partir d'artistes, de minorités, de contre-cultures, de figures emblématiques qui bousculent les normes dominantes. Ces mouvements naissent souvent en dehors du système marchand. Ils expriment autre chose, une rupture, une revendication, une liberté nouvelle. Mais dès qu'ils apparaissent, les industries flairent l'opportunité. Elles observent, elles mesurent l'impact et elles surfent dessus. Non pas par complot, mais par logique. Le marché ne crée pas toujours le désir,
Il capte ce qui existe déjà, il amplifie ce qui attire, et il transforme ce qui émerge en produit. Le modèle des formes très accentuées, notamment des grosses fesses, n'échappe pas à cette règle. Il a lui aussi été exploité. Chirurgie esthétique, fitness ciblé, vêtements moulants, mise en scène sur les réseaux sociaux. Ce qui au départ pouvait relever d'une affirmation identitaire ou culturelle est devenu une nouvelle promesse à vendre. En réalité, les courants esthétiques naissent souvent en dehors du marché, mais ils sont presque toujours récupérés, reformatés et transformés en opportunités commerciales. Ce n'est pas une conspiration, c'est un système. Un système qui se nourrit de ce qui émerge et qui transforme toute nouveauté en normes rentables. Ainsi, peu importe la tendance, maigreur hier, forme accentuée aujourd'hui, autre chose demain, l'industrie surgit toujours au même endroit, là où un idéal commence à circuler, et elle en fait un produit. Demain, ce sera donc autre chose, un nouveau corps à atteindre, une nouvelle correction à effectuer, une nouvelle promesse à acheter. La question n'est donc pas quelle tendance est la bonne, la question c'est pourquoi faudrait-il toujours en suivre une? Et toi, vas-tu continuer à penser que ton corps n'est jamais assez, qu'il doit être transformé, adapté, corrigé pour mériter d'exister? Ou vas-tu t'arrêter un instant et te demander d'où vient réellement cette pensée? Car à force d'intégrer ces injonctions, sans même s'en rendre compte, on finit par laisser un système dicter notre regard sur nous-mêmes, nos désirs, nos complexes, nos choix. Et peut-être que la véritable liberté ne consiste pas à atteindre un nouveau modèle, mais à reprendre possession de son corps avant qu'il ne devienne, une fois de plus, un produit parmi d'autres. Il faut le dire et le rappeler. Toutes les normes de beauté ne sont pas des prisons. Il existe aussi des traditions. Elles n'imposent pas, elles ornent. Elles racontent une histoire, elles transmettent une identité, elles relient. La différence est simple. Une norme devient une prison quand elle fabrique la honte, quand elle exige de se transformer sans fin, ou quand elle conditionne la valeur d'une personne à son apparence. La beauté n'est pas le problème. Le problème, c'est l'injonction. L'injonction qui est criée ou l'injonction qu'on glisse doucement dans nos pensées. Toutes les normes de beauté ne sont pas des prisons, mais toutes méritent d'être questionnées. D'où viennent-elles? À qui profitent-elles? Et surtout, que produisent-elles en nous?